RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports hebdomadaire. Merci de nous suivre, que ce soit à travers la radio, que ce soit aussi à travers le Facebook Live sur Internet ou bien sur France 24, nos amis et partenaires. Nous allons donc vous présenter les invités du jour. Vous les apercevez, les entreapercevez pour ceux qui nous regardent. Et sinon, pour ceux qui nous écoutent, vous allez découvrir tout de suite leur voix. Ils sont là, le fameux duo est présent aujourd'hui. Bonjour Rémi. Rémi a l'air déjà très impatient. Bonjour Rémi. Surtout que l'autre a pris un renfort, un costaud là. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire avec les deux là, mais je vais glisser au milieu. Vous n'avez pas d'allié camerounais aujourd'hui. Bonjour Rémi, tout va bien? Tout va très bien. Tout va très bien, bon, c'est merveilleux. Bonjour Xavier. Bonjour Annie, très heureux de vous retrouver après une semaine d'absence. Hein bon. Qui s'est mal passée d'ailleurs. Mais vous inquiétez pas. Non, t'as perdu la Coupe de France, mais j'étais pas là pour les soutenir. On était bien tristes. Pour vous, on y a pensé. Voilà. Surtout, c'était un peu dur, mais espérons qu'ils ne descendront pas en Ligue 2. Je crois que c'est la mission la plus importante qui leur reste avec Comboiré. Bonjour Eric Rabé-Sandratana. Bonjour Annie, bonjour messieurs. Je suis arbitre aujourd'hui. N'aie pas peur, Rémi, n'aie pas peur. Un arbitre qui est déjà du camp opposé. C'est pour ça qu'on va bien à côté de... Je suis ton père. Oui, je suis Vous vous rendez compte, la panthère qui devient juge. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça, Rémi? En tout cas, Frédéric est absent. Le Baréa. Oui, c'est un Baréa, bien sûr. Frédéric est absent et aujourd'hui, on ne sera pas directement en lien avec nos auditeurs internautes, mais évidemment, ils interviendront en fin d'émission comme de coutume. Alors, dans les débats du jour, nous commencerons par Napoli. Forza Napoli, champion d'Italie après 33 ans d'attente, un couronnement qui a semé la joie et la folie dans les rues de la cité portuaire. L'équipe de Luciano Spalletti a réussi un parcours sans faute, grâce notamment à deux atouts africains, son buteur masqué, le Nigérian Victor Osimhen, et son milieu de terrain camerounais, Zambo Anguissa, la victoire du Sud sur les clubs du nord de l'Italie. Une semaine capitale pour le Real Madrid. Demain soir, l'occasion pour les merengues de remporter la Coupe du Roi contre Osasuna avant de recevoir Manchester City en Ligue des Champions, alors que les Colchoneros leur ont chippé la deuxième place du classement en championnat. Lens-Marseille, le rendez-vous du championnat de France dans le bouillant stade Bollaert. Un match pour arracher l'accès direct en Ligue des Champions. Voire mieux si par hasard le PSG vacillait encore. Le PSG et Lionel Messi, nous en parlerons aussi dans cette émission. Au générique, Pierre Guérin m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Et pour ce qui est des moyens vidéo, il y a Yann Bourdela, Laurie Plisson et Mathias Taylor. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Que bella notte, et ce fut une longue nuit d'ivresse dans les rues de Napoli. Vous le voyez pour ceux qui regardent les images que l'on vous a sélectionnées. Klaxons, chants, pétards et feux d'artifice, une nuit bruyante à saluer ces dernières heures le titre tant attendu de champion d'Italie. La dernière fois, c'était en 1990. Il y a 33 ans, et alors, un certain Diego Armando Maradona était dans les rangs du Napoli. Il jouait encore là. Naples, donc, sacré champion sur une pelouse éloignée, celle d'Udinese, après un match nul, 1-1. Mais le stade Diego Armando Maradona, le stade de Naples, était empli de supporters. 55 000 personnes en tribune pour suivre la rencontre à distance sur un écran géant et fêter donc tous ensemble le Scudetto qui n'arrivera évidemment qu'à la dernière journée du championnat dans la ville. Alors beaucoup de symboles dans cette consécration
et une certitude quand même, Napoli mérite amplement ce sacre au terme d'une saison menée tambour battant. Le parcours sportif, Xavier Barré, est presque exemplaire pour cette équipe. Oui, oui, ils ont fait une première partie de saison absolument fantastique. Ils terminent 16 points d'avance et à 5 journées de la fin du championnat. Ils auraient même pu être sacrés la semaine dernière s'ils avaient gagné contre la Salernitana. Ou avant-hier soir. Et absolument, si la Lazio n'avait pas gagné. Et hier, ils ont été menés au score sur la pelouse d'Udine. Et bon, ils ont trouvé les ressources pour égaliser par l'inévitable Osimhen. Mais ils sont un peu fatigués quand même, parce que ça fait quelques semaines, et notamment leur défaite leur élimination en Ligue des Champions donne des regrets, parce que c'est une équipe qui joue un football tellement formidable, tellement généreux, tellement offensif, que s'ils avaient pu tenir ce rythme toute la saison, effectivement, ils auraient pu sûrement aller plus loin sur la scène européenne. Et voilà. Mais bon, ce titre, c'est quand même un titre historique pour cette ville passionnée de football. Naples, il faut voir que dans l'histoire du monde, c'est une grande cité. Il y a un siècle, c'était une des 3 villes d'Europe les plus peuplées. Et puis, il y a eu ce développement de l'Italie du Nord aux dépens du Sud. Et donc, c'est devenu une ville paupérisée qui a une revanche à prendre sur ce destin historique. Et elle peut le faire à travers le football parce qu'il véhicule justement toute cette frustration du peuple napolitain. Ouais. Est-ce que cette équipe, ce jeu de cette équipe vous plaît, Eric? Et surtout, est-ce que peut-être aussi elle a bénéficié du fait que la Juventus cette année allait moins bien, voire avec cette histoire de corruption ou de tricherie, c'est pas encore très net. Elle avait été rabaissée au classement. D'ailleurs, on ne sait pas si elle terminera là où elle est. Et puis, si peut-être les autres, les Milanais notamment, sont un peu moins bons cette saison. Voilà. Milan, parce que 16 points d'avance, c'est énorme. C'est énorme. 80 points, ça note quand même une saison extraordinaire. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et non, mais ce qui est intéressant, c'est que en comparaison avec le titre précédent, là, c'est une équipe qui gagne. C'est-à-dire qu'avant, on aurait pu dire que c'était Maradona, et c'est vrai. En 1990. C'est Maradona qui faisait la grande différence, c'est Maradona. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'équipe derrière, mais il y avait quand même Maradona. C'est lui qui faisait, qui avait la lumière et qui faisait la différence assez souvent. Là, l'équipe, le jeu, l'entraîneur, tout est, le club entier a été tourné vers l'offensive, et le jeu déployé pendant toute la saison a été extraordinaire. Ils se font accrocher en Ligue des Champions, mais je pense qu'ils n'avaient pas l'énergie pour aller au bout. D'ailleurs, peut-être certainement. Ils n'avaient plus l'énergie, peut-être. Ils n'avaient plus l'énergie pour aller au bout. Et je pense que voilà, la cadence qu'ils ont imposée à la Serie A, alors dans la Ligue des Champions, ils n'auraient pas tenu jusqu'au bout. Et puis, je pense qu'heureusement, ils avaient pris tous ces points avant, parce que ça aurait été difficile aussi de finir sur ce rythme-là. Sur les derniers matchs, effectivement, il y a pas mal de matchs nuls. Et d'ailleurs, Rémi, j'ai cherché cette équipe ces dernières années. Elle est 3e l'année dernière, 5e en 2021, 7e en 2020, 2e en 2019. Ça veut dire que très souvent, on l'a vu, alors à l'époque de Dries Mertens, de Insigne, de Koulibaly, on l'a vu s'approcher du podium. Et puis, il y avait un moment où ça basculait. On se souvient de rencontres, par exemple, à Turin, face à la Juventus et tout. Et là, quand même, on peut se dire, elle a tenu toute la distance. Elle a tenu, et même physiquement, je peux dire qu'elle a tenu, parce que si elle est éliminée en Ligue des Champions, il faut quand même dire que c'est parce que au match aller, on se demande comment est-ce que Maignan fait pour sauver Milan AC. Et surtout, ils n'avaient pas leur avant-centre nigérian en Ligue des Champions. Donc, il faut savoir que déjà aussi, dans l'histoire, il faut même se dire que même avec Maradona, il n'avait pas réussi à atteindre ce niveau en Ligue des Champions. Donc, oui, pour dire quand même... La Coupe européenne qu'ils ont gagnée, c'est l'équivalent de la Ligue Europa aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Donc là, ils ont beaucoup travaillé, d'autant plus que vous avez quand même signalé une série de grands joueurs étant partis. Donc, on ne pouvait pas imaginer que vous vous débarrassez, par exemple, de votre pilier défensif qu'on appelle Koulibaly, que vous vous débarrassez de Mertens, ou bien de Insigne, qui était quand même très important. Et surtout, on se plaignait du gardien de but, c'est-à-dire que Alex Melet. Donc, aujourd'hui, on se rend quand même compte que ce gardien-là est celui qui a réalisé le plus grand nombre de clean sheets, puisqu'il n'encaisse que 22 buts pour l'instant, et que finalement, il a été un très très bon rempart. Donc, la façon dont Naples s'est recomposée est extraordinaire, parce que non seulement ils ont conservé quelques éléments tels que Zelensky, mais ils ont ajouté un brin de jeunesse, et de telle sorte que ça a rapidement pris.
Et surtout, ils ont élaboré un football qui était celui de la récupération, de la projection, le plus vite possible, exactement comme le Real Madrid. Donc pour moi, c'est un titre qui mérite un pesant de respect. Alors on parle de l'effectif, eh bien restons sur cet effectif et notamment sur les 2 atouts africains de cette équipe. Parlons de Victor Osimhen. Victor Osimhen qui avait joué à l'époque à Lille. C'est là que nous, on l'avait découvert. Il arrivait d'ailleurs du Nigeria. Il était encore jeune. Et il avait été un des artificiers les plus importants du championnat de France. Et il est parti pour 80 millions, on s'en souvient à l'époque. Victor Osimhen, le Nigérian. Et là-bas, c'est la progression. Et c'est l'éclosion. Et on se disait même tout à l'heure, avec certains confrères de RFI, c'est le meilleur, sans doute, prix Marc-Vivien Faux. Et parce que lui, par rapport à d'autres qui étaient la consécration, lui, c'était le début de quelque chose. On n'imaginait même pas qu'il... Alors, on connaissait ses qualités, peut-être pas autant d'envergure, j'ai envie de dire. Mais d'exploser là-bas, oui, parce que le contexte lui permettait d'exploser. Mais surtout, moi, je pensais pas qu'il allait prendre une dimension comme celle-là. En fait, vraiment là-bas. Et il a été extraordinaire cette saison. Je suis pas sûr qu'ils arriveront à le garder. Bon, il est cher un peu quand même parce qu'ils l'ont mis très cher, mais je suis pas sûr qu'il soit 150 millions d'euros, disent-ils. Je suis pas sûr qu'il soit capable de le garder, mais voilà, je pense qu'il a été déterminant en tout cas pour le titre, c'est sûr. Plus même que déterminant. Il en est à 22. Pour l'instant, il est le meilleur buteur du championnat. Il a dépassé Eto'o Alors, il a dépassé Eto'o pour ce qui est le nombre de buts marqués sur la saison, si je ne me trompe pas. Et il a égalé le record de Georges Weah. Que les buts marqués en Italie. Quand même. Voilà, exactement. En Italie, dans le championnat de Serie A. D'ailleurs, vous pouvez lire son portrait sur RFI.fr, signé Farid Achache. Oui, c'est l'atout indispensable en fait à cette équipe milanaise, à cette équipe napolitaine. Parce que si vous vous souvenez, la saison dernière, Naples fait aussi une belle saison. Ils ont le même jeu. Ouais, termine 3e. Mais Osimhen est blessé. Il rate une grande partie de la saison, puisqu'il rate aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Et du coup, il leur manque 3 mois. Et 3 mois sans lui. Et d'ailleurs, le symbole de cette blessure qu'on voit aujourd'hui encore et qui fait partie de l'artifice et de ce qui se vend maintenant dans les rues de Naples, c'est ce masque. C'est ce masque, absolument, puisqu'il avait été fracture de la face. Exactement. Donc des gâteaux aussi. Donc, oui, il y a plein de choses autour du masque et d'Osimhen. Donc, du coup, vraiment, c'est l'élément qui vient finir ce magnifique travail collectif que Naples a su mettre en place. Un jeu qui avait déjà été mis en place à l'époque de Sarri, de l'ancien entraîneur qui est maintenant à la Lazio. Ensuite, il y a eu cette rupture avec le bref passage d'Ancelotti et celui de Gattuso. Il y avait encore cette base de jeu, mais il y avait moins d'identité. Et là, en fait, Spalletti, l'entraîneur romain, qui est revenu aux affaires après un petit break, lui, c'est un véritable adepte du jeu offensif, un héritier de Arrigo Sacchi et aussi de Zdeněk Zeman, qui étaient les grands entraîneurs offensifs des années 90. Et donc, il a pu mettre sa philosophie en place avec ce couronnement qu'est Victor Osimhen. Mais on s'aperçoit, et d'ailleurs, je rejoins tout à fait Rémi Ngono là-dessus, que son absence lors du match à Milan en Ligue des Champions, elle a été effectivement un peu fatale, parce qu'ils ont très bien joué, mais ils n'avaient personne pour marquer. Oui, et d'ailleurs, à un moment, Osimhen est blessé. Il ne fait pas la Coupe du Monde. Hein. Il a beaucoup manqué au Nigeria. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui a éclos à l'ombre du Vésuve, Rémi. Oui, il éclot, mais en même temps, il faut savoir que les joueurs africains n'ont pas souvent un bon coup sur le marché. Et c'est aussi une façon de remercier quelqu'un dont personne ne parle. Parce qu'on parle de Spalletti, mais on ne parle pas du travail qui a été abattu par le directeur sportif. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que lorsque un certain Cristiano, voilà, Giraldi. Voilà. Donc, parce que quand vous le voyez quand même, il vient prendre un joueur de Lille à 71 millions. On se dit, qui avait brillé pas longtemps à Lille non plus. Il n'avait pas beaucoup brillé. C'est pour ça. On se dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut faire et d'ailleurs, la première année d'adaptation avec les blessures et tout est compliquée. C'était compliqué. Mais là, il est adoré à Naples, Rémi, en plus. Mais parce que c'est le Messi. On chante son nom. C'est le vrai Messi. Mais je vous le dis, lorsque vous regardez 33 ans, c'est là où Naples gagne. Vous prenez que le gars, c'est le numéro 9 et qu'il a 24 ans. Eh bien, vous faites
24 plus 9, vous tombez sur 33. Et lorsque vous regardez Jésus-Christ, dans la ville sainte, c'est 33 ans. Et même dans la tradition chinoise, le 3, c'est le chiffre master. Et ça fait double master. Donc pour moi, aujourd'hui, voilà le nouveau Messi qui sera. D'ailleurs, il est bien parti pour le Ballon d'Or. Et pourquoi même pas aussi pour être parmi ceux-là qui vont représenter le flambeau du football africain le plus longtemps possible. Exactement. Donc aujourd'hui, Naples n'aurait pas réussi à faire ceci s'il n'y avait pas Osimhen. Osimhen aujourd'hui, c'est notre Messi. C'est le Messi de Naples. C'est le Messi qui est venu remplacer Maradona, qui n'est pas n'importe qui. Donc c'est pour ça que je dis que les chiffres, les chiffres ne mentent pas. Surtout les statistiques ne trompent pas. L'histoire ne trompe pas. Et aujourd'hui, s'il n'aurait pas été là, comme son absence en Ligue des Champions, on a pu ressentir ça. Donc, pour que Naples existe, il faut celui-là. Comme le dit un proverbe africain, on ne cuit pas du riz sans du feu. Vous vouliez ajouter une petite chose Oui, non, justement, cette saison de transition où il n'a pas pu jouer et exprimer son talent, je pense qu'elle lui a servi aussi d'intégration. C'est-à-dire qu'on sait que passer du championnat français au championnat italien, où la préparation est très très difficile. La tactique. Voilà, la façon de jouer, la façon d'évoluer collectivement et ce travail physique plus tactique, faut l'assimiler. Il y a des joueurs qui mettent du temps à assimiler tout ça. Peut-être que ces blessures sont la réponse de justement que c'était dur et qu'il a fallu plus de temps pour certainement pour s'intégrer. Rémi, il y a un autre joueur africain qui est un des aussi leaders de ce groupe et on a vu aussi que son absence coûtait quand il n'était pas là, notamment en Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. C'est André-Franck Zambo Anguissa, Camerounais, milieu de terrain, expérimenté. Il a 27 ans, il a joué il a à ses débuts au Coton Sport de Garoua. Et puis, on s'en souvient ici en France parce que lui, il a passé 3 saisons à Marseille. Il était reparti, il était encore un peu jeune, il est passé par l'Angleterre. Et c'est pareil, Naples l'attendait finalement ou le consacre. Oui, justement aussi, c'est ce qu'on appelle l'enfant prodigue. Parce que quand vous arrivez à Yaoundé, l'un des quartiers clés de Yaoundé, c'est le quartier Anguissa, où d'ailleurs son grand-père a été chef. D'où ce nom-là. Moi, j'ai été au collège Le Sillon, à Anguissa, au quartier Anguissa. Donc, Zambo Anguissa aurait pu ne même pas faire du football parce que son père, conducteur du bus, s'y opposait, tout comme également sa maman. C'est en ce moment que Durand, justement, arrive en prospection au Cameroun et va réussir à faire que, bon, voilà, on va lui dire d'aller, il n'était même pas chaud. Parce que lui se disait, bon, de toutes les façons, on connaît déjà les noms des gens qu'on va prendre, il va arriver là-bas, il va néanmoins, sur les 120 qui étaient présélectionnés, se retrouver parmi les 22. C'est pour ça qu'il se retrouve donc, après avoir été sélectionné, au niveau du Coton Sport. Donc, quitter de Yaoundé pour Garoua, c'était déjà un déracinement. Et maintenant, de Garoua, il arrive en France. Là encore, un autre déracinement, surtout qu'il fallait passer par Reims, qui n'a pas eu confiance en lui, Valenciennes, qui n'a pas eu confiance en lui. Mais néanmoins, quand il arrive à Marseille, il a commencé à aller de façon progressive, puisque quand même la première année, il avait fait 9 matchs, 33 matchs, puis 37 matchs. Et finalement, on a vu que quand il arrive en Angleterre, il a eu un certain coffre, parce que il va réussir un bon transfert. D'ailleurs, ce transfert qui va coûter 30 millions d'euros avec Fulham. Mais malheureusement, Fulham va descendre. Et puis, il va reprendre une autre expérience parce qu'il ira à Villarreal. Donc, là-bas encore, il a une autre expérience, non seulement du box-to-box en Angleterre, mais de l'expérience maintenant aussi avec les touches techniques. Ça fait que le maçon qu'on connaissait avec son jeu de forgeron, avec des pieds carrés, il a eu maintenant à connaître une véritable explosion au niveau de Naples. Mais on attend néanmoins que le même Zambo Anguissa puisse être aussi important, une véritable courroie de transmission au niveau des Lions indomptables, à l'instar de Marc-Vivien Foé. Oui, mais il n'a pas tout à fait le même rôle et c'est sans doute pour ça qu'il brille un peu moins. Son portrait aussi à lire sur Afrique Foot de signer Ndiassé Samb. On le disait donc, et pour conclure, eh bien finalement, ce titre, c'est aussi alors, la revanche du Sud sur le Nord, puisque Naples est une ville du Sud et qu'on connaît les antagonismes en Italie, mais c'est aussi au niveau des clubs. C'est-à-dire que depuis 22 ans, c'était 3 clubs, les 2 Milanais et celui de Turin, la Juventus,
qui se partageaient tous les titres du championnat, Xavier. Oui, comme la grande majorité des titres d'ailleurs dans l'histoire du football italien. Et quand c'est pas ça, ça descend un tout petit peu et c'est Rome. Il y a Rome, la Lazio ou la Roma qui ont été sacrés. Et puis en remontant dans les années 90, il y a eu la Sampdoria et puis un peu avant Vérone, mais c'était des exceptions. Sinon, c'est effectivement la Juve, Milan et l'Inter qui trustent les titres de champion. Et là, ce qu'a réussi Naples, c'est assez exceptionnel. Alors c'est vrai que les circonstances font que la Juventus est un peu en deçà, que la Roma de Mourinho est en reconstruction, mais pas aussi performante. Mais moi, je trouve que ce qui a été fait à Naples est remarquable. Il faut rappeler que c'est un travail de longue haleine. Le président a repris le club en 2004. Ils étaient en 3e division. C'est un producteur de cinéma qui travaille étape par étape. Voilà, qui a reconstruit ce club méthodiquement, qui l'a d'abord ramené sur la scène européenne. Ils sont européens pratiquement chaque saison. Et puis depuis, avec ce titre, c'est vraiment l'aboutissement. Mais lui, il dit que c'est même pas l'aboutissement, que c'est vraiment une étape vers leur objectif qui serait de gagner la Ligue des Champions. Et s'ils arrivent à garder cette équipe avec un peu plus d'expérience, peut-être que la saison prochaine, ils seront plus performants aussi sur la scène européenne. Il y en a d'autres grands des joueurs, et notamment on a ce joueur Gvara, le géorgien. Voilà, le géorgien. Il y a aussi Min Jae, le sud-coréen. Le sud-coréen, exactement. C'est une vraie surprise, lui, quand même. C'est là où on dit que le recrutement, il a été très, très bon. C'est Cristiano Giuntoli, puisqu'on cherchait son nom, Cristiano Giuntoli, qui est le directeur sportif et qui a fait un travail remarquable. Et il va falloir aussi que Naples garde ses cadres, notamment cette personne-là. Mais ça sera pour d'autres émissions, d'autres radios foot. En tout cas, pour ce qui est du week-end, sachez qu'il y aura sûrement encore la fête dans ce stade Maradona, puisque Naples reçoit la Fiorentina. La Fiorentina, dimanche. Et derrière, on y viendra la semaine prochaine, mais derrière, ça se bagarre sec pour avoir les 3 autres places qualificatives directement en Ligue des Champions. Donc, nous, on continue. Un signe d'accalmie qui sait peut-être dans la tempête qui s'est abattue cette semaine sur le Paris Saint-Germain. Lionel Messi, sanctionné par son club pour avoir manqué l'entraînement au lendemain de la défaite contre Lorient, et on en a évidemment beaucoup parlé cette semaine, vient d'apparaître sur les réseaux sociaux. Vous allez le voir, élégant dans sa tenue comme dans ses propos. Le numéro 30 du Paris Saint-Germain, l'homme aux 7 ballons d'or, le champion du monde, présente ses excuses. Je tenais à enregistrer cette vidéo, vu tout ce qui se passe, pour demander d'abord pardon à tous mes camarades et au club. Sincèrement, je croyais que nous allions avoir un jour de congé après le match, comme d'habitude. J'avais organisé ce voyage et je n'ai pas pu l'annuler. Je l'avais déjà reporté. Et donc, je me répète, je m'excuse pour ce qui s'est passé et j'attends la décision du club. Alors, comment interpréter ce message qui nous semble plutôt essayer de faire baisser la poussière, comme disent certaines expressions dans d'autres langues? Éric Rabessandratana, comment vous ressentez ce message d'excuse de la part de ce si grand joueur? Déjà, c'est une très bonne réaction par rapport à ce qui peut se passer, parce que la colère commence à monter un petit peu du côté des supporters. Pas un peu. Oui, pas un peu, c'est vrai, beaucoup. Mais non, je pense que c'était essentiel qu'il y ait un geste. Voilà, une réaction de Messi. On le connaît, il ne parle pas beaucoup. Non. Donc ça veut dire aussi beaucoup. Qu'il a forcé sa nature. Qu'il a forcé sa nature. On le voit, il est dans sa présentation. Voilà, il est sobre et il me paraît plutôt sincère dans son discours. Après... Voilà, je pense qu'il faut apaiser un petit peu les choses, mais voilà, c'est l'accumulation qui a fait que les débordements aujourd'hui, du côté des supporters, de tout ce qui entoure le club, il y a un ras-le-bol en fait, il y a un ras-le-bol du comportement des joueurs, des résultats. Là, c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait que ça dépasse, parce que voilà, on s'occupe pas de savoir ce que pense le club. Je m'en vais. Voilà, alors il a dit que c'est vrai que c'était acté si le Paris Saint-Germain gagnait le match. Il avait failli partir déjà 2 fois auparavant. Et donc, c'était la 3e tentative. On a vu que tout était organisé et qu'effectivement... Je pense sincèrement que si le Paris Saint-Germain avait gagné contre Lorient, il n'y aurait pas eu de souci. Sauf que ils auraient eu 2 jours de congé. Le spectacle, non, mais sauf que le spectacle a tellement été catastrophique que voilà, c'est les conséquences tout simplement de ça, en fait. Oui. Mais en tout cas, il a fait un geste. En tout cas, c'est très bien. Non, c'est très bien. C'est très bien. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une vidéo comme ça, donc c'est très bien. Rémi? Vous savez,
Et il y a toujours beaucoup d'indulgence quand il s'agit de Messi. J'imagine si c'était Cristiano Ronaldo. Comment est-ce que Xavier Barré allait sursauter ici jusqu'à bondir sur cette table? Que ce gars, attendez, Annie, je sais toi-même, Annie, toi-même tu allais dire que non, il a quand même un ego surdimensionné. Mais vous êtes employé par un club. Et vous n'attendez pas. C'est déjà excusé à Manchester. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a jamais rien pardonné à Cristiano Ronaldo. Mais on pardonne tout à Messi qui vient de faire le cyclisme, justement, là-bas au Camp Nou, en Espagne. Et il est dans un club où déjà on sait qu'il ne sera même plus là la saison prochaine. Et lui, il part pour aller faire ses activités extra-sportives de l'autre côté. J'ai dit bien, aujourd'hui, Messi n'est pas venu pour s'excuser au Paris Saint-Germain. Il est venu pour jouer. On a critiqué toi, Xavier Barré, Cristiano Ronaldo, qui était à la Juve. Mais curieusement, je constate quand même qu'il a eu 101 buts, mais Messi est à 34 buts avec le PSG. Alors que le championnat italien est beaucoup plus compliqué. Là, il n'a aucune excuse. Mais moi, je ne partage pas du tout l'avis de Rémi Ngono, évidemment, parce que Cristiano Ronaldo, lui, il a fini par démissionner, par quitter se mettre à la faute et donc provoquer la rupture de son contrat. Il l'avait bien cherché parce qu'il y avait eu plusieurs cas avant. On ne peut pas dire que Messi, lui, n'ait pas respecté les consignes. Autant on sait que Neymar, parfois, est en retard à l'entraînement, etc. Oui, mais c'est pratiquement... C'est la première fois, en fait, qu'on lui reproche quelque chose à Messi. C'est la première fois. C'est la première fois. Donc, effectivement, c'est la première fois. À part sur le terrain. Par rapport au personnage. Après, on peut être déçu de ses prestations, mais son comportement jusqu'à présent était irréprochable. Le PSG a voulu frapper fort, effectivement, en prenant Messi, et effectivement, ça a une répercussion dans le monde entier. Mais moi, ce que j'analyse, c'est qu'en fait, Messi, il n'a pas envie de partir du PSG. Il faut rappeler qu'il est en fin de contrat, mais qu'il a une option pour une année supplémentaire. Pas sûr. Et oui, mais on dit qu'il va aller où? À Barcelone. Barcelone ne peut pas le payer. Non, il peut aller en Arabie Saoudite, il en revient. Il n'a pas envie de se retrouver comme Cristiano Ronaldo, qui arrive en Arabie Saoudite et puis qui finalement est éliminé de la Coupe du Roi, est éliminé de la Coupe de la Ligue, est éliminé de partout, et finalement va se retrouver avec une saison blanche en Arabie Saoudite. Il n'a pas envie d'aller maintenant. Donc je pense... Battu par Lorient, battu par Dijon, battu par Moutarde, battu par Timon Club, battu par... Attendez, par Bruno Club. C'est pas possible. Ils vont être quand même champions de France. Champions de France aussi, bon. Tu es sûr? Oui. Et ils joueront la Ligue des Champions la saison prochaine, et c'est ce qu'il veut faire. Donc je pense il a trouvé une équipe qui jouait la Ligue des Champions à la finale. S'il fait amende honorable vis-à-vis du public et notamment des ultras avec cette vidéo, c'est probablement pour rester une saison de plus à Paris. Alors le dernier mot, et on s'arrêtera là-dessus, un ancien du Paris Saint-Germain. Je crois pas. Après, ça va avec son comportement sur le terrain. C'est-à-dire que là, tu dis qu'il est irréprochable. Si, sur le terrain, je suis désolé, mais dans le langage et dans tout ce qu'il envoie, c'est quand même assez négatif. Alors, ses stats sont plutôt en adéquation quand même, quelque part. Sauf qu'on l'a fait venir pour faire passer un cap supplémentaire au Paris Saint-Germain, c'est pas le cas. Un cap moral aussi. Et un cap moral, un cap en Ligue des Champions. C'était certainement pas le meilleur choix parce que ça fait un moment. Non, mais c'était certainement pas le meilleur choix pour la Ligue des Champions parce que Messi ne brille plus trop en Ligue des Champions et du coup, voilà, on a raté c'est un rendez-vous raté. Il y aura d'autres épisodes et on y reviendra la semaine prochaine parce qu'il y a quand même un match. Alors, le PSG va jouer à 3 ce week-end, c'est très important. Il faut qu'il continue. Sans Messi. Ça va pas être suffisant. Sans Messi et sans Neymar. Ça va pas être suffisant. À 11, ils n'y arrivent pas, alors à 3. Sans Messi et sans Neymar. La prochaine fois, elle sera à 4. Elle est très bonne. Merci beaucoup, messieurs. Elle est très bonne, cette plaisanterie. Mais il y a un choc ce week-end et ce choc sera à Lens. Cet air entêtant et qui habite l'esprit de tous les supporters du stade de Lens, car le stade Bollaert sera à guichet fermé. L'ambiance surchauffée, bien sûr, on l'imagine samedi soir, pour ce vrai choc de cette fin de championnat de France. Le RC Lens, le club des 100 et or, comme on le surnomme, reçoit au pied des terrils qui entourent la ville, l'Olympique de Marseille. Le troisième reçoit donc le deuxième. Un seul point les sépare. L'issue de la rencontre peut être surtout décisive pour cette fameuse place, la deuxième, qui qualifie directement une équipe en Ligue des Champions. Comment voyez-vous cette rencontre entre les deux
formations qui sont très généreuses en plus dans l'effort, Rémi. Qui voyez-vous dominer l'autre finalement? Avez-vous un favori ou pour vous, c'est 50-50? Bonne chance, Rémi. C'est une question Eric piège. vous souhaite C'est une question piège. Vous pouvez passer la main, Rémi, si vous voulez. Vous savez, mes enfants supportent d'abord l'Olympique de Marseille. Mais comme je suis toujours contre mes enfants, je vais soutenir cette fois-ci Lens pour qu'ils aient un peu la douleur que j'ai parfois quand je perds mes matchs. Mais en fait, c'est deux gros poids lourds et actuellement du championnat qui jouent bien et surtout Lens qui ne se lâche pas. Chaque semaine. Et oui, mais malheureusement, il y a un proverbe africain qui dit on ne superpose pas les grosses calebasses sur les grosses calebasses. Certainement, une va se casser parce que là, ici, on ne peut pas se louper dans ce match-là. Et je crois que si l'Olympique de Marseille joue avec la même détermination, l'Olympique de Marseille risque de laisser aussi des trous par derrière. Donc, je crois que c'est un match véritablement tactique et un match piège pour l'Olympique de Marseille. Je crois que Lens est beaucoup mieux outillé pour prendre à revers l'Olympique de Marseille. Mais pour moi, pour l'instant, ça fait 51% de chances pour Lens. On laissera le Parisien répondre en dernier parce que déjà, j'imagine sa réponse. Xavier, il y a une chose peut-être qui pourrait influer dans le bon sens pour Marseille, peut-être. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est-à-dire l'entrée de deux qu'on croyait plus ou moins bannis, le fameux Payet et aussi Guendouzi, qui ont fait du coup redonner un peu d'élan à l'équipe et qui lui ont permis de gagner face à Auxerre. Oui, avec le fait surtout que l'OM est plus à l'aise à l'extérieur. Et tous les autres, oui. Que l'OM est plus à l'aise à l'extérieur. Et donc, c'est une équipe qui peut prendre et Lens imprenable à l'intérieur. Mais Lens, au Stade Bollaert, j'y étais cette semaine, il y a un tel engouement qu'effectivement, ils sont jusqu'à présent intraitables. Ils n'ont perdu qu'un match, c'était contre Nice. Donc, c'est un vrai choc du championnat qui aura lieu samedi soir. Moi, personnellement, j'ai un petit faible pour Lens par rapport à l'OM. Mais par rapport à la couleur aussi. Bon, ok, je tourne la veste. Je supporte l'OM. Allez l'OM, on écrase ça. Mais je pense que ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que Marseille, cette équipe marseillaise, en fait, les deux formations sont très proches. Elles jouent dans le même système tactique avec une défense à 3, des pistons extrêmement déterminants dans le jeu, des attaquants tranchants. Peut-être un Openda un peu plus décisif du côté de Lens que Alexis Sanchez ou Vitinha du côté de l'OM. Mais bon, voilà, il y a des effectifs riches des deux côtés. Peut-être qu'il y aura un match nul qui maintiendra le suspense pour cette course à la deuxième place. Exactement, avec pour l'OM un rendez-vous dans 2 journées à Lille. Et ça pourrait être à ce moment-là Lille qui donnerait la Ligue des Champions à Lens. Ce serait amusant. Oui, très amusant. Alors, un regard tout à fait objectif sur l'enjeu de ce match. Non, mais après... À monsieur le Parisien. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux équipes font une saison magnifique. Peut-être un peu plus Lens que Marseille, parce que Marseille a eu quelques turbulences à domicile. Oui. À domicile. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, ils sont très performants. Marseille, pardon. Mais les Lensois sont... ils ont eu un petit passage à vide aussi en début d'année. Voilà, c'est ça. Juste le début d'année. Exactement. Ça a été compliqué. Ils se sont un peu grisés et je pense que derrière... Mais ils auraient pu gagner contre Paris s'ils étaient restés à 11. Ou... Voilà. Là, ils ont repris la dynamique. Je pense qu'ils vont finir en boulet de canon cette fin de saison. Et c'est le moment ou jamais pour passer devant Marseille. Donc si tu fais pas cet exploit-là, chez toi, dans ces conditions-là, à ce moment-là de la saison... Devant son public... Ça veut dire que... Alors, franchement, ton destin. Ben voilà, c'est ça. J'allais dire, je pense que s'ils ratent le coche là maintenant, ça peut être difficile. Parce que je crois qu'ils ont un calendrier plus difficile que Marseille pour la fin de saison. Oui, c'est à peu près équivalent. Ouais, mais... Et puis, pensons à Hervé Penaud qui dit, moi, le calendrier, j'y crois pas. Ouais. Alors, comme ça, on verra. Bon, en tout cas, il n'y a pas d'énormes adversaires non plus, ni pour l'un, ni pour l'autre. Il y aura donc les hommes de Franck Hez d'un côté et les hommes d'Igor Tudor de l'autre côté. Et on suivra ce match avec passion et notamment l'envoyé spécial de RFI, Christophe Jousset. On continue et nous, on va tout de suite prendre la direction de l'Espagne.
Ils ont laissé échapper la couronne de champion d'Espagne promise apparemment à Barcelone. Mais le Real Madrid peut encore étoffer son palmarès et cela dès demain soir avec la finale de la Copa del Rey. La Coupe du Roi finira dans les mains des merengues ou dans celles des joueurs d'Osasuna. 9 ans que le Real n'inscrit pas son nom à ce palmarès, ça commence à faire longtemps. Alors dans le stade de Séville, samedi soir, le Real sera confronté à Osasuna, qui n'est que 10e du championnat. Ils les ont battus en cours de championnat, c'était au mois de février, par 2-0. Mais le week-end dernier, on a vu Osasuna quand même résister et beaucoup au futur champion qu'est le Barça. Les joueurs de Carlo Ancelotti vont pouvoir compter, Rémi, sur Karim Benzema et sur Valverde. Est-ce que pour vous, cette coupe est à leur portée? Si elle n'était pas à leur portée, ce ne sera plus le Real Madrid. Vous savez surtout que le Real Madrid, lorsque vous voyez d'ailleurs les déclarations de Carlo Ancelotti, c'est que la Liga, les joueurs n'avaient plus de tête là-dessus. Et puis voilà, ils se concentraient un peu sur cette Coupe du Village et qui commence à manquer au roi d'Europe, qui quand même se dit, mais je ne peux pas être roi en Europe et dans mon village, on ramasse des trophées. Tiens. Tout d'un coup, ça devient une donc, de toutes les façons, puisque le Real vise les deux, c'est-à-dire qu'en même temps, la Ligue des Champions... Donc aujourd'hui... Le championnat, c'est pour compenser le championnat? Oui, pour compenser le championnat et aussi pour compenser les trophées. Il faut quand même se dire que Carlo Ancelotti risque de prendre le 12e trophée en 16 mois, là, et tout. C'est-à-dire que Zinedine Zidane, c'est 11 trophées. Donc, c'est bel et bien ça aussi l'objectif. Et maintenant, c'est formidable comme Rémi Ngono, tout d'un coup, compte la Coupe d'Espagne parmi les trophées qui comptent, alors que quand c'est le Barça qui gagne, ça vaut rien. Mais c'est peanuts. Mais voilà. J'ai parlé tout de suite de la Coupe du Village. Oui. Mais je me suis dit que maintenant, on s'est dit que bon, toi, comme tu te contentes du village là, on t'enlève d'abord là-bas. Et c'est pour ça que le Real, il faut savoir, a été battu à domicile par le Barça. Mais regardez l'humiliation que le Barça a subi à domicile face à ces Real-là, 4-0. Alors que justement, le Real sortait des contre-performances et on se disait que le Real n'est pas bien. Donc, quand il s'agit de la Coupe Annie, quand il s'agit de la coupe du village, le Real Madrid gagne toujours. Il y a un proverbe africain qui dit le chasseur a toujours de l'appétit quand il voit la viande. Ouais. Alors, Xavier. Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur cette finale. La finale, en fait, elle s'est jouée au tour précédent, quand ils ont éliminé Barcelone. Avec ces résultats paradoxaux. Le Barça avait gagné 1-0 à Madrid alors qu'ils avaient défendu tout le match. Et puis ils ont perdu chez eux alors qu'ils avaient plutôt bien joué. 4 même, non? 4-0. Alors qu'ils avaient archi-dominé la première... Ils avaient archi-dominé la première période. Bon, voilà, donc la finale, elle a déjà eu lieu. Le Real Madrid l'a gagnée. C'est une mince consolation pour qu'ils finissent pas bredouille cette saison. Eric, il faut se méfier quand même parce qu'une finale n'est pas jouée d'avance déjà. Et deuxièmement, c'est vrai qu'au championnat, ils viennent de perdre un peu la main. L'Atlético vient de leur passer devant. Et surtout, j'imagine que dans la tête de tous les merengues et supporters merengues, il y a une chose, c'est la rencontre de demi-finale de la Ligue des Champions. Mardi prochain, ils reçoivent Manchester City, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien, mais... c'est une mise en jambe, la finale de la Coupe? C'est une préparation pour ce match préparation. Ouais, c'est une préparation de Manchester. Après, bien sûr, c'est une préparation parce que cette équipe de Osasuna est 10e, parce que voilà. Mais vous avez vu contre le Barça là, ils étaient en infériorité numérique et le Barça, c'est juste dans les 5 dernières minutes que le Barça. Je reste persuadé que ce Real là ne peut pas rater le coche en finale contre une équipe comme Osasuna. Je suis d'accord. Moi, pour ça, j'ai aucun doute sur ce match là. Donc c'est pour ça que je dis que ça va parce qu'il y a Lens OM au en plus. Donc voilà, il faut faire un choix quand même. Non, c'est après, je crois. La Coupe du Village. Les deux se chevauchent un peu. Non, mais voilà, je pense que le Real, il va être très sérieux. Si c'était un club qui prenait les choses un peu à la légère de temps en temps, je suivais mon regard, je vous dirais, bon, bah, peut-être qu'on peut se poser des questions, mais là, le Real, j'ai aucun doute sur la finalité du match. Et la motivation. Et tu vas voir qu'ils vont perdre. Non, franchement, je pense pas. Et ça va être très important
importante dans cette saison-là. Ça prend une autre importance, justement, parce qu'ils ont laissé filer le championnat. Voilà. Ça a l'air de rien, mais tu as gagné quelque chose. Vous parliez, Annie, du match de championnat. Ils ont joué contre la Real Sociedad à Saint-Sébastien. Ils ont perdu cette semaine, mais il manquait la moitié des titulaires habituels. On avait préservé ceux qui étaient suspendus, ceux qui étaient laissés au repos, etc. C'était une demi-équipe du Real Madrid. Ils pensaient déjà aux 2 autres matchs. Absolument. Exactement. Ce qui est plutôt logique dans la gestion le championnat. Tu es très très loin, donc si dans une compétition tu peux te permettre de faire tourner, c'est le championnat quand même. La finale sera à 20h temps universel, donc ça veut dire 22h heure de Paris, donc ça sera pendant la deuxième mi-temps de Lens-Marseille, on pourra voir la fin de ce match. Allez, on continue les amis, puisque on doit aller vers ce que vous attendez tous, évidemment, les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Priorité donc à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et aux internautes. Des cartons sélectionnés par Pierre Guérin. Bonjour Radio Foot, moi c'est Benjamin Baoulé depuis Kara au Togo. Mon carton est de couleur verte. Un carton vert au club napolitain qui ont remporté le champion d'Italie. Et un carton vert à Victor Osimhen qui a contribué largement à cette victoire. Vraiment félicitations et hommage à Maradona. Salut RFI, salut à toute l'équipe des Cafés de Sport. Je suis Odon Mundo depuis la RDC. J'aimerais adresser un carton vert à l'attaquant sénégalais Boulaye Dia qui est en train de faire une saison mémorable du côté de la Salernitana. L'international sénégalais a marqué un triplé contre la Fiorentina le week-end dernier. Il est à 15 réalisations en 30 matchs cette saison avec les clubs de la Salernitana. Carton vert pour l'international Boulaye Dia. Merci beaucoup RFI. Salut Radio Foot International, ici c'est Aoudia depuis Nouakchott. Je veux donner un carton jaune pour les organisateurs du prix Marc Viviane Fouet pour l'absence de Moridiao, le gardien du Kellermont. Franchement, je ne comprends pas du tout son absence. Donc, carton jaune à vous. Bonjour Radio Foot. C'est Revego Kwasi depuis Côte d'Ivoire Yamoussoukro. Tant que le football existe, on est toujours ensemble. Salut les amis. Mon carton est de couleur vert qui s'adresse à la secte Mimosa pour tout ce qu'ils ont fait pour le pays. Merci à vous, bravo. Salut Radio Foot. Boubacar Zebs Boué Bamako Mali. Carton vert aux Aigles U17 du Mali pour leur qualification en quart de finale de la CAN U17 Algérie 2023. Ils ont livré une excellente performance hier en battant les U17 du Cameroun par 2-0. Désolé Rémi et Benjamin. Bonjour Radio Foot International. Je suis Martine Niati depuis la RDC. Mon carton, il est vraiment rouge au Paris Saint-Germain et ses dirigeants pour tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas normal. Comment l'équipe va progresser? Bonjour Annie, bonjour aux auditeurs de Radio Foot. Je suis Saliou Adam, journaliste numérique au studio Kalangouille depuis le Niger. Alors j'envoie un carton rouge aux fans du PSG qui étaient chez Neymar pour lui demander de quitter le club. Bonsoir Radio Foot, Alpha Madoulelma depuis la Guinée. Ce soir, je donne un carton vert au Paris Saint-Germain pour avoir pris la courageuse décision de sanctionner Lionel Messi. Il faut qu'il comprenne, au-delà de tout ce qu'il est, que Paris Saint-Germain est une institution que tout le monde doit respecter. Merci. Salut Radio Foot, salut Madame Annie, Maman Café des Sports. Je suis Yannick Pokofi depuis Lomé au Togo. Je donne un carton jaune à Eden Militao qui multiplie ces derniers temps de mauvais matchs. On espère le retrouver au plus haut niveau le plus vite possible. Radio Foot International, bonjour, moi c'est Abdullah Essine depuis la République centrafricaine, précisément à Bangui. Alors, mon carton est vert, qui va directement à Antoine Griezmann, qui vient d'être élu meilleur joueur du mois d'avril en Ligue. Vraiment, carton vert, allez voir Radio Foot à vous, ciao. Salut à toute l'équipe de Radio Foot International depuis le Sénégal. Je me nomme Fawla Amar. Mon carton est vert adressé à toute l'équipe de Sifiti United qui ont réussi la montée en Premier League la saison prochaine. Un artisan de ce succès, Elimandia, il faut le dire, avec ses 13 buts et 9 passes décisives. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Mignon Membo, je vous salue depuis Brazzaville. Je donne un carton vert à l'équipe de Brighton qui est en train de surprendre la Première Ligue avec les bons résultats.
après sa victoire hier face à Manchester United de Rémi Ngono, qui a toujours soutenu une équipe fragile comme lui-même. Rémi Ngono face à Xavier Barré, il n'arrive pas. Comme aussi l'équipe de Brighton en train de surprendre la Première Ligue, qui est en train de donner toujours les bons résultats à la Première Ligue. Bravo. Et voilà tous nos auditeurs internautes. Merci encore, merci de vos cartons. N'oubliez pas, envoyez-les à partir du jeudi et on les réceptionne et ensuite on les sélectionne pour les diffuser. Et merci beaucoup à Martine. On attend toujours des cartons des filles, ça nous fait toujours énormément plaisir. Elle était sévère, Martine, en plus. Hein, oui, c'était clair. Hein. Comment peuvent-ils progresser? Et elle avait raison. Hein, en plus, il y a un ancien joueur du Paris Saint-Germain qui vous encourage, Martine. Absolument. Xavier Barré, la couleur de votre carton? Vert. Ouais. Vert à un club de Championship, la 2e division anglaise, Burnley, qui est un club qui va remonter en première ligue, puisqu'ils sont déjà assurés de remonter. On en a parlé à nos auditeurs cette semaine. Voilà, ils sont assurés de remonter depuis quelques temps déjà, et surtout au travail qui a été fait par leur coach, Vincent Kompany, l'ancien capitaine de la sélection belge et de Manchester City, auquel Pep Guardiola a déjà décerné un prix, c'est-à-dire que c'est lui qui le voit lui succéder sur le banc des Citizens, parce qu'il a réussi en Championship à inculquer un nouveau style de jeu, et qui plus est avec une équipe qui pratiquait un jeu britannique traditionnel sous la coupe de Sean Dyche auparavant. Donc petit à petit, cette révolution du beau jeu s'est faite en Première Ligue avec Pep Guardiola, et là elle est consacrée en Championship avec Vincent Kompany et Burnley. Pas mal, pas mal. Rémi? Carton rouge à Gavi. Vous vous rendez compte, c'est... Joueur du FC Barcelone. Voilà, c'est Rodrigue Kamdoum de ma nouvelle page Facebook du JP Rémi Ngono qui fait quand même ce constat comme moi que Gavi est le joueur qui commet le plus de fautes au niveau de la Liga. Lui seul, il est déjà presque à 80 fautes. Et le tout, le gars n'a pris que 8 cartons jaunes. Jamais exclu. C'est là que tu dois mettre des cartons. Là. Et par contre, l'homme qui subit le plus de fautes s'appelle Vinicius Junior. Il a subi 127 fautes. Et c'est Vinicius Junior qui a 9 cartons jaunes. Plus que Gavi. Comme le dit un proverbe africain, le bouc a toujours tort devant le chacal. Il faut mettre le carton à l'arbitrage. Monsieur Barrea. Monsieur le Parisien Barrea. Eric. Qui aime bien châtie bien, je mets un carton rouge aux supporters du Paris Saint-Germain que je rejoins parce que voilà, on peut être mécontent de tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est une réalité. Je suis complètement d'accord sur le fait, sauf que on n'insulte pas les joueurs, on va pas devancher les joueurs pour proclamer son mécontentement. C'est inadmissible tout simplement. Maintenant, voilà. Sinon, le reste, je suis complètement d'accord avec les supporters. Bon, mais vous êtes d'accord avec leur message, mais pas avec la manière. Le carton de Radio Foot, eh bien, il est rose et il est vert. Il est vert d'abord pour encourager Neymar, parce que finalement, il n'était pas dans les dernières défaites de ce Paris Saint-Germain. Il n'avait rien fait et tout d'un coup, tout le monde se masse devant chez lui pour lui dire « casse-toi », c'est quand même pas très élégant. Et puis, alors qu'en plus, il se soigne à Paris, il essaye de se remettre de sa blessure à la cheville. Et puis rose, parce que Neymar, vous le savez quand même, va être papa. Et justement, la maman apprend le français pour venir le rejoindre. Donc là-bas, il n'était pas blessé. Et vivre dans la fameuse maison de Bougival, désormais très connue, trop connue. Où il y aura peut-être moins de fêtes s'il y a un bébé. Ah, exactement. Il aura peut-être une vie plus sérieuse. Messieurs, je vous souhaite un très bon week-end, un bon week-end à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à la semaine prochaine. Merci à tous.